Eh bien, bonsoir à tous. Tout d'abord, Frédéric et moi-même voudrions remercier tous ceux qui continuent de nous soutenir d'une manière ou d'une autre, ce qui nous est très précieux. Merci encore à tous. Pour commencer par un scoop, nous quittons l'hiver et nous entrons dans le printemps. Ceci n'est pas une anecdote climatique, mais une remarque concernant le monde des énergies. En effet, pendant tout l'hiver, nous nous sommes préparés à recevoir et à nous imprégner des énergies essentielles disponibles au moment du printemps. Alors avant de commencer une nouvelle saison de 3 conférences, il est intéressant de faire le point sur ce qui a déjà été dit pour garder le fil conducteur de notre thème « Chérir le monde et servir la vie ». La première conférence, « L'art du vivre ensemble », était en résonance avec les énergies Capricorne. Et nous y avons abordé tout particulièrement la première partie du titre annuel « Chérir le monde ». Lorsque nous chérissons le monde, nous pouvons en percevoir tout le potentiel. Et naturellement, nous voudrions qu'il évolue et qu'il s'améliore. Et c'est pourquoi nous avons vu qu'en fait, le monde ne changera que si nous changeons nous-mêmes, notre façon essentielle d'être au monde. Et que les changements formels se produiront en conséquence. Aimer, chérir quelqu'un ou chérir le monde, c'est d'abord le reconnaître tel qu'il est. Et nous avons donc insisté sur la reconnaissance de 3 concepts. Chérir le monde, c'est reconnaître la présence d'un but, d'un projet, d'une intention fondamentale. Nous avons vu ensuite que chérir le monde, c'est reconnaître aussi sa qualité de réseau solidaire, et qu'enfin, c'est reconnaître qu'il est un chantier école. Voilà donc comment nous avons abordé ce thème avec ces 3 aspects à travailler. Et puis lors de la deuxième conférence, reliée aux énergies Verseau, nous avons insisté sur la deuxième partie du titre annuel « Servir la vie », en proclamant que l'amour rend libre. Pourquoi est-ce que l'amour rend libre? Nous avons vu que c'est parce qu'il annihile la dualité, puisqu'on est en unité. Et donc, servir la vie va requérir en effet de vivre cet amour impersonnel, un amour qui rend libre. L'amour impersonnel doit devenir le nouveau fondement de toute personne qui chérit le monde et qui cherche à servir la vie. Ce nouveau fondement, il doit absolument se substituer aux autres fondements sur lesquels s'est construite l'humanité pendant toute son évolution. Alors nous avons exploré encore 3 pistes pour nous entraîner à développer l'amour impersonnel. D'abord, penser, sentir, agir en tant qu'ensemble. Premier point fondamental. Puis, se percevoir comme étant un participant au projet de l'humanité. Et enfin, favoriser la conscience d'ensemble en toutes circonstances. Puis le mois dernier, avec les énergies poissons, nous nous sommes interrogés sur la difficulté de la mise en œuvre de tout cela, puisque le dernier signe d'une saison nous propose justement la mise en œuvre sur le terrain des travaux qui ont été proposés lors des 2 premiers signes. Et donc, qu'est-ce que l'on fait avec tout cela? Les principes qui consistent à chérir le monde et à servir la vie sont relativement faciles à comprendre, mais ce n'est pas pour autant que ça fonctionne. Pris dans la dualité entre le poisson qui monte, l'âme, et le poisson qui descend, le petit moi, en fait, nous nous sommes posé la question, oui, mais alors, quel poisson pilote? En nous, c'est intéressant de voir que l'essentiel et l'inessentiel se mélangent et provoquent un brouillard dans lequel nous nous perdons parfois. Alors nous avons proposé 3 attitudes à développer: y voir clair, choisir et s'engager. Y voir clair sur notre façon d'être au monde et de le comprendre en tant que stalagmite ou en tant que stalactite. Puis choisir les valeurs essentielles que nous voulions affirmer. Et enfin s'engager de plus en plus dans cette voie. C'était un petit peu le travail donc de ce mois-ci. Et lorsque nous avons fait ça, nous sommes prêts alors pour aborder le printemps et écouter le silence qui sera le sujet de ce soir. Alors c'est important de voir que la personnalité seule ne peut pas du tout effectuer les mutations nécessaires pour chérir le monde et servir la vie. Pour cela, nous devons chercher de plus en plus dans la conscience d'ensemble de l'âme et prêts à utiliser les outils que sont les énergies essentielles à l'œuvre tout au long de l'année. Se donner les moyens de ses intentions, c'est particulièrement vrai avec les énergies de printemps qui sont les clés fondamentales du pouvoir créateur. Et tout ça que ça commence avec l'énergie bélier, qui marque non seulement le début du printemps, mais aussi celui du cycle annuel.
On dit que le bélier, c'est le berceau des idées nouvelles et régénératrices. Car tout naît d'une idée. Et c'est pourquoi, du point de vue humain, cette énergie a un rapport étroit avec le mental. En fait, c'est le moment de l'ensemencement de ce que sera demain, et c'est seulement à partir de l'été que nous pourrons en découvrir les fruits. Pour pouvoir accueillir les nouvelles graines d'idées dans le terreau fertile de notre mental, il y a nécessité de faire le calme et le silence. En effet, une graine semée dans une terre qu'on ne cesse de remuer ne germe pas et ne donne strictement rien. Ainsi, les énergies béliers sont chaque année le moment propice pour coordonner mental et âme, pour écouter le silence, afin de pouvoir chérir le monde et servir la vie. Le mois dernier, nous avons conclu sur la nécessité de mettre le mental en rapport avec l'âme, et non pas avec l'émotionnel. Et pour illustrer ça, nous avons parlé des nouveaux conflits qui surgissent peu à peu dans notre civilisation sur le plan mental. Pour en prendre la mesure, il est intéressant de constater que si on s'interroge sur le plus grand danger planétaire, si nous nous demandons, là, tout de suite, à notre avis, qu'est-ce qui représente le plus grand danger planétaire ? On peut évoquer plein de choses. On peut évoquer la pollution, le réchauffement climatique, la financiarisation de l'économie, les différents dictateurs par le monde, le fondamentalisme, le nationalisme, les pandémies, etc., etc. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que tous ces aspects nocifs ne sont que les conséquences d'un bien plus grand danger, qui est la montée en puissance de la pensée mal orientée. Alors, c'est vrai qu'a priori, c'est pas le genre de réponse qui nous vient à l'idée. Dire que le plus grand danger planétaire en ce moment, c'est la mauvaise utilisation de la pensée, n'est pas franchement ce qui saute aux yeux de tous. Il est donc très intéressant de comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que c'est le plus grand danger ? Tout simplement parce que la pensée est créatrice. La pensée, c'est ce qui crée le monde en permanence. Donc ce sont les idées qui font le monde dans tous les compartiments de la civilisation et de la culture. Et généralement, d'ailleurs, tout le monde s'accorde à le dire, oui, ce sont les idées qui font le monde. Mais quand on dit ça, à quoi fait-on allusion ? En général, on va penser aux grandes idées. On va penser aux idées philosophiques, scientifiques, technologiques, spirituelles, etc., qui font réellement avancer l'humanité. Et on ne pense pas, généralement, aux idées modestes de tout un chacun, depuis les idées qui font ce que nous sommes et conduisent notre quotidien, jusqu'aux simples sécrétions mentales permanentes qui créent en nous, donc sans même que nous en ayons conscience. Mais entre les idées qui font progresser le monde et celles qui nous concernent, nous et notre environnement, s'agit-il du même fonctionnement de pensée ? Est-ce que c'est simplement la même chose ? Alors, pas du tout. Dans les deux cas, c'est le même mot qui est utilisé. On parle toujours de pensée, mais si le mental est commun, quand même, à ces deux processus, tout le reste diffère. Et encore, comme nous allons le voir, chaque mode de pensée va utiliser une partie différente du mental. Par conséquent, le mot pensée est la plupart du temps un fourre-tout dans lequel on va trouver des pensées de qualité et de taux vibratoires très variés, du plus abstrait au plus concret, du plus global au plus personnel, du plus précis au plus approximatif, ou du plus inoffensif au plus nocif, et du plus juste au plus faux. Et toutes ces pensées, quelles qu'elles soient, sont considérées comme étant de la pensée humaine. Il y a pourtant de grandes différences. Et la première, elle est reliée justement au sujet de ce soir, c'est que les idées les plus globales, les pensées les plus globales, ne s'épanouissent réellement que dans le calme et le silence de l'intériorité. Par contre, les autres pensées s'épanouissent au contraire, dans l'activité et dans l'agitation extérieure de nos comportements quotidiens. Et d'ailleurs, plus nous sommes plongés dans des activités nombreuses, variées et diverses, et plus ces idées inférieures foisonnent. Et c'est déjà là une grande opposition entre ces deux modes de pensée. Les pensées émises en mode personnel représentent véritablement un danger pour la planète. C'est certainement le danger majeur, car elles sont à l'origine de l'accroissement de l'égoïsme, de l'accroissement du séparatisme, partout dans le monde. Par contre, les pensées les plus subtiles et les plus globales font réellement progresser le monde. Mais au quotidien, dans le feu de l'action, même pour nous-mêmes, nous ne faisons pas forcément une telle différenciation et on peut passer très facilement de l'un à l'autre.
Il va donc être nécessaire de bien différencier ces deux modes de pensée. Et pour commencer, nous allons chercher à savoir qui pense en nous. Qu'est-ce que penser? Alors, à la question « qui pense en nous ?», les enseignements ésotériques nous répondent que c'est l'âme que nous sommes. C'est la raison pour laquelle dans de nombreux textes ésotériques, l'âme est appelée le penseur. L'âme, le penseur, c'est synonyme. Je vous rappelle que quand nous parlons d'âme, là maintenant, nous ne parlons pas du tout de quelque chose d'évanescent, d'extérieur, d'un peu mystérieux, qui ne concerne qu'un monde qui est dit spirituel par tradition. Non, là nous parlons de psychologie fondamentale. Là nous parlons de l'être essentiel que nous sommes, doué des trois qualités fondamentales que sont la connaissance du plan planétaire, l'unité, l'amour et l'intelligence créatrice. C'est vraiment une réalité tangible. Et donc, l'impulsion à penser, c'est intéressant de concevoir que cette impulsion, elle vient de l'âme. Elle vient de ce penseur que nous sommes. Et cette impulsion, elle va immédiatement toucher le plan du mental abstrait, puisque c'est au sein de ce plan mental, c'est au sein du mental que se trouve l'âme, le penseur, dans la constitution de l'être humain. En nous, mental et âme sont étroitement unis. Alors évidemment, si vous n'êtes pas habitué à entendre parler du mental de cette façon, ça surprend. Surtout si vous êtes habitué à le considérer simplement comme le plan de l'intelligence et des connaissances. Mais il faut s'habituer à considérer le mental comme étant notre sixième sens. Et en cela, il fonctionne comme les 5 autres sens, c'est-à-dire qu'il transforme des vibrations en informations. Pour prendre une comparaison, le mental, c'est exactement comme un appareil de radio, avec des possibilités de capter des longueurs d'onde différentes. Par exemple, des appareils radio qui sont dotés des grandes ondes, ondes moyennes, petites ondes, modulation de fréquence, etc. Et donc, il y a pour chaque gamme d'ondes des stations complètement différentes. Et telle station qu'on va capter sur telle longueur d'onde, on ne peut pas le faire sur les autres. Ce qui est intéressant, c'est que le mental, c'est pareil. Selon la longueur d'onde sur laquelle il est connecté, il va percevoir des vibrations différentes. La partie inférieure du mental, que nous appelons le mental concret, est connectée sur les vibrations qui émanent du corps émotionnel, du corps éthérique, du corps physique et des 5 sens. Il reçoit donc toutes ces informations, il les décode et il les transforme dans ce que nous appelons notre pensée quotidienne incessante. Donc ce mental concret, il est vraiment complètement branché sur une gamme de longueur d'onde qui est celle du petit moi. Et tout ce qui vibre à ce niveau-là, eh bien, il le reçoit. Et c'est ce qui fait que lui, automatiquement, il va forger ce qu'on va appeler des idées, mais on va y revenir. Naturellement, c'est ce qui vous explique pourquoi c'est incessant. Parce que comme ces vibrations, elles ne cessent jamais, nous vibrons constamment, nous, dans nos corps inférieurs. Donc forcément, il y a quelque chose qui fonctionne toujours de ce point de vue mental. Au contraire, la partie supérieure du mental, que nous appelons le mental abstrait, elle est connectée sur les vibrations qui émanent de l'âme. Et plus tard, même sur les connexions qui émaneront de l'esprit, quand nous serons capables de le connecter. Ce mental abstrait, il capte et il décode ces vibrations subtiles, et il les traduit dans ce que nous appelons les idées globales, les idées à valeur d'ensemble. Alors, la comparaison avec un appareil radio est intéressante parce que si l'appareil radio nous restitue paroles et musique, il est évident que ce n'est pas ainsi que ça voyage à travers les airs. Ce sont des ondes captées et traduites de cette manière-là. De même, le mental inférieur ne capte pas des faits concrets, pas plus que le mental supérieur ne capte des paroles de l'âme. Dans les deux cas, ce sont des vibrations plus ou moins subtiles qui sont captées et traduites. C'est pour ça que c'est tellement important d'arriver à considérer le mental, non pas comme quelque chose qui produit de la connaissance, mais celui qui va traduire des vibrations à travers des choses vont être connues. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons un très très bon entraînement de captation et de traduction du mental concret, même lorsqu'il y a du bruit partout autour de nous. Ça marche très très bien. Par contre, nous en sommes au premier pas de notre entraînement concernant le mental abstrait, qui lui nécessite beaucoup plus de silence et de calme pour pouvoir fonctionner. Alors donc ce qu'il faut voir, c'est que selon notre degré de proximité avec l'âme, nous allons donc être en mesure de percevoir plus ou moins sa vibration. Ensuite, selon le degré de développement de notre mental abstrait, nous aurons plus ou moins la capacité de traduire cette vibration en pensée subtile. Donc, la qualité du contact avec l'âme
et le degré de développement du mental abstrait sont les deux variables qui entrent en jeu dans la production des pensées supérieures. Voilà donc d'où vient la pensée et ce qui pense en nous. Mais alors, quand on s'intéresse au phénomène même de la pensée, on pourrait se reposer la question, oui, mais alors qu'est-ce que penser ? Commençons par considérer l'aspect supérieur de la pensée. On abordera après sa version inférieure. D'une manière supérieure, on pourrait dire que penser, c'est organiser des idées d'une façon créatrice. Organiser des idées d'une façon créatrice. C'est être à l'écoute de l'âme, de sa vision, de sa perception du monde des énergies, puis traduire ce qui a été touché et le matérialiser d'une manière ou d'une autre. Paroles, idées, écrits, artistiquement, etc. Soit. Mais si alors du coup, penser c'est organiser des idées, qu'est-ce qu'une idée ? Ça pose problème. Alors pour bien répondre à cette question, il faut d'abord concevoir que tout dans l'univers n'est que vie, énergie et conscience. Il n'y a que ça, vie, énergie, conscience. Et donc le monde de l'âme, c'est avant tout un monde qui vit et perçoit des énergies conscience à l'œuvre. Et que l'on soit scientifique ou ésotériste, il apparaît de manière différente, pour l'un et l'autre, combien ces énergies à l'œuvre ont un fonctionnement rigoureux, qui permet d'en déduire des lois. Toutes ces énergies de l'univers ne fonctionnent jamais au hasard ou d'une manière aléatoire. Et c'est vraiment quelque chose qui peut surprendre au début. C'est vrai que quand on est dans le monde scientifique, au début, on s'étonne justement que tout l'univers puisse tenir dans des équations. Ça paraît un peu surprenant qu'il y ait un tel ordre dans cet univers si vaste. Mais c'est aussi un étonnement, lorsqu'on débute dans l'étude de l'ésotérisme, que de constater que ce monde intérieur répond aussi aux mêmes lois. Alors que du point de vue mystique, en général, personne ne considère l'approche à partir du mental, donc à partir de lois fondamentales. On croit juste que Dieu édicte des lois vis-à-vis des hommes auxquelles chacun doit obéir, mais on n'a pas l'idée de concevoir l'approche spirituelle à partir de lois. Et pourtant, c'est exactement ce que l'on trouve, de la même manière. Scientifique et ésotériste, exactement la même approche. Ce monde, quelle que soit la façon dont on l'aborde, c'est un monde d'énergie-conscience qui se manifeste sous forme de lois d'une manière remarquablement ordonnée. Par exemple, la grande énergie universelle d'amour. Cette grande énergie d'unité, elle est mise en évidence par le monde scientifique par ce qu'on appelle les 4 grandes lois qui régissent la matière. La loi d'électromagnétisme, d'interaction forte, d'interaction faible et de gravitation. Et donc ce sont les 4 grandes lois qui régissent toutes les interactions à l'intérieur des différentes composantes de la matière. Et ces 4 lois suffisent complètement pour expliquer le fonctionnement solidaire de toutes les formes de l'univers, qu'elles soient microcosmiques ou macrocosmiques. Et pour l'ésotérisme, l'énergie conscience, amour, est comprise par d'autres lois, ou plus exactement par d'autres noms, qu'on appelle par exemple la loi d'attraction-répulsion, la loi de cohésion et d'autres lois qui correspondent finalement à la vie intérieure et qui correspondent à des lois de l'âme. Donc l'un et l'autre mettent complètement en évidence ces lois correspondant à la mise en œuvre de ces grandes énergies. Alors revenons à ma question, après ce petit préalable. Alors qu'est-ce qu'une idée ? Alors une idée, c'est un fragment intelligible d'une loi, que cette loi soit physique ou métaphysique. Toute idée est donc une interprétation partielle d'une grande loi, elle-même expression d'une énergie conscience à l'œuvre. Toute idée est donc une interprétation partielle d'une grande loi, elle-même expression d'une énergie conscience à l'œuvre. Et donc plus nous sommes à même de coordonner les capacités abstraites de notre mental avec l'âme, et plus nous sommes capables de percevoir des idées de plus en plus larges et de moins en moins fragmentaires. Et donc penser, c'est être capable de remonter au-delà des apparences, au-delà des faits, vers le monde des causes. Et c'est chercher à atteindre ce monde causal, même partiellement, et en percevoir les idées qui en sont l'expression. Bon, mais à quoi ça sert ? Ça sert à chérir le monde. Car lorsqu'on chérit quelqu'un, par exemple, on l'accompagne toujours dans son évolution. Et puis ça sert la vie, car la vie est co-création permanente.
C'est à noter que toutes les personnes qui pensent de cette manière-là, donc d'une manière supérieure, ne le font pas du tout pour elles-mêmes. Elles font profiter le monde entier de leurs découvertes, de leurs pensées, et ce dans quelque domaine que ce soit. Toute véritable pensée est désintéressée. Toute véritable pensée est créatrice d'avenir. Toute véritable pensée fait progresser l'humanité vers un monde de relations justes. À ce niveau, la pensée est l'émanation créatrice de l'âme et du mental abstrait. Et elle s'obtient par la méditation. On va y revenir. Mais alors donc, si nous avons vu là la pensée supérieure, que peut-on dire à partir donc d'une manière plus personnelle de penser? Est-ce que d'ailleurs on peut utiliser le même mot avec la pensée inférieure? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant de voir par exemple qu'étymologiquement, le mot penser vient du verbe peser. Il s'agit en effet, initialement, de peser le pour et le contre. Penser, c'est peser le pour et le contre. C'est évaluer abstraitement telle idée ou tel argument. Or, ce mot s'écrivait autrefois également avec un A, qui est un mot que nous connaissons bien, puisque le terme penser avec un A est utilisé dans le fait de faire des pansements, ou bien encore utilisé dans le fait de bichonner un cheval, penser un cheval. On va dire, mais d'accord, penser, c'est une lettre de différence, mais quel est le rapport entre les deux? C'est intéressant de voir qu'en fait le point de départ est le même. Penser avec un A, c'est peser, sous-peser ce qui est nécessaire pour prendre soin de soi ou de quelqu'un d'autre. Puis ces deux termes se sont séparés. Le premier, c'est relié à l'abstrait, la pensée, et le second, c'est spécialisé dans le concret, les soins à apporter aux personnes. Bon, au-delà de l'anecdote étymologique, il est intéressant de voir qu'à l'heure actuelle, penser le monde avec un E contribue à le faire évoluer par des idées globales. Alors que penser le monde avec un A, c'est ce que nous avons tous tendance à faire concrètement, par nos opinions, par nos idées toutes faites, nos certitudes personnelles et nos solutions pratiques individualistes. Alors oui, c'est vrai que nous pourrions employer penser avec un E pour le mental supérieur et penser avec un A pour le mental inférieur, de manière à les différencier. Nous allons avoir d'un côté les pensées et de l'autre les pansements. Alors, qu'est-ce que la pensée ou le pansement au niveau du mental concret? Avant de commencer, il est vraiment important de noter combien l'âme ne cherche pas à s'exprimer par le physique, ni par le corps émotionnel. L'âme va chercher essentiellement à s'exprimer par le mental. Oh, cela ne l'empêche pas, bien sûr, de rayonner, et parfois même très intensément, à travers le physique et l'émotionnel, comme nous pouvons le constater parfois avec des grands mystiques. Mais ce rayonnement est quelque chose qui se passe parce que justement ces mystiques laissent passer l'âme à travers eux. Mais le mode d'expression recherché par l'âme, il est autre. C'est de créer le monde. C'est de créer par le moyen du mental abstrait. Et c'est vraiment ce que recherche essentiellement l'âme. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent complètement sur ce processus. Même si dans le passé, on n'a pas insisté là-dessus parce que c'était vraiment des étapes préliminaires, mais on y reviendra. Alors que se passe-t-il lorsque ce mental n'est pas encore développé? Le système de pensée est alors embryonnaire, à l'image de son outil. Le mental va développer une intelligence, une capacité à faire des rapports, et cela lui permet de créer des outils, de s'adapter à la vie concrète, à son environnement. Mais il n'y a aucun accès aux idées. Puis vient le temps où peu à peu le mental s'éduque. Il s'éduque, il acquiert des notions, des idées déjà exprimées par d'autres. Il va acquérir une culture dont l'âme va pouvoir éventuellement se servir pour exprimer les choses. Ah, enfin! Ah oui, mais pas de chance. À ce moment-là, la personnalité a tout à fait autre chose à faire que d'utiliser son mental à la recherche d'idées globales. En effet, à ce moment-là, son monde émotionnel est en pleine effervescence. La personne, à ce stade, est en pleine recherche du bonheur et tout ce qui pourrait la satisfaire. Et il y en a des choses qui pourraient la satisfaire. Donc vraiment, la recherche du monde global et la recherche du monde abstrait, non, c'est pas franchement le moment, c'est pas la tasse de thé de la personnalité à ce moment précis. Donc, le mode de pensée n'est pas connecté aux énergies supérieures à l'œuvre, alors pas du tout, mais au contraire connecté aux énergies qui animent et qui agitent les trois corps. Donc, penser ne va pas consister du tout à organiser des idées dans un sens créateur pour l'ensemble,
mais plutôt à organiser des désirs, des sensations, des émotions, des affects dans un sens de création personnelle. Penser avec un A, c'est ça. Et dans cette optique, évidemment, la pensée revêt une toute autre signification. On pense à soi, on pense à son travail, on pense à ses loisirs, on pense à tout ce qui nous intéresse, mais à pas grand-chose d'autre. Alors on pourrait dire, mais cet état de développement des désirs, il existe depuis très très longtemps. Oui. Mais en fait, tant que les désirs et les émotions n'étaient pas organisés par le mental, ils n'avaient que peu d'effet sur le monde. En fait, à partir du moment où le mental capte ces énergies, les organise, les structure et y ajoute de la volonté, alors tous ces désirs deviennent puissants. Et c'est sans doute le plus grand danger. Car toutes les autres causes que nous avons vues au début de la conférence émanent de ce mental concret qui cherche à développer son propre bonheur, qui fonctionne égoïstement et qui n'a rien à faire de l'ensemble. Ce sont donc bien les conséquences d'un mental mal utilisé, mal orienté sur l'organisation des désirs du moi qui provoquent justement tous ces désastres. Et là on comprend combien en regardant le monde contemporain, en quoi la multiplication de ces pensées et la croissance de leur efficacité sont un danger nouveau et croissant pour la planète. En effet, il n'y a pas si longtemps encore, l'humanité n'avait qu'un faible pouvoir mental. Peu de scolarisation, peu de concentration et donc peu de développement mental. Mais c'est impressionnant de voir aujourd'hui combien de personnes écrivent, publient, expriment leurs idées, leurs opinions sur des réseaux sociaux, sur n'importe quel sujet. C'est absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et cela a forcément des conséquences. Même si nous n'en sommes pas conscients, notre production mentale a un impact créatif, et ce, que ce soit sur nous-mêmes, autour de nous et sur le monde entier. Aujourd'hui, n'importe quel désir peut être structuré par le mental et organisé en un plan efficace de réalisation. Aujourd'hui, n'importe quelle croyance peut être étayée par un mental utilisant des recherches pseudo-scientifiques ou des généralisations abusives. Justifier une croyance par des rationalisations est vite pris pour de la pensée, alors que ce ne sont que des opinions, c'est-à-dire des pansements. Quiconque possède un fonctionnement mental minimum peut rationaliser, justifier des croyances avec des pseudo-preuves à l'appui. Ce sont des mentalisations de croyances, mais ce ne sont pas véritablement des pensées. Encore une fois, une véritable pensée est impersonnelle et créatrice de nouveau pour tous. Alors qu'un pansement est une justification personnelle de l'ancien. Il est important de faire cette différence car les deux modes influencent sur le monde. Et si on ajoute à tout cela le flot de pansements qui nous assaillent en permanence et qui ne sont que des commentaires de tout ce qui nous passe par la tête et de tout ce qui se passe autour de nous, nous réalisons l'ampleur de ce qu'on pourrait appeler la pollution fondamentale. En effet, la pollution fondamentale, c'est le résultat de tous les pansements, de notre façon de penser le monde d'une manière égoïste et qui rejaillit à l'extérieur par ce que nous appelons la pollution planétaire. On dit souvent que pour penser, il faut réfléchir. Et on se pose la question, mais alors, fondamentalement, il faut réfléchir à quoi? C'est intéressant de se demander réfléchir quoi et non pas à quoi. Et cette question nous renvoie à notre capacité d'apprendre à utiliser le grand réflecteur qu'est le mental. Nous pouvons choisir de l'entraîner à réfléchir les idées supérieures, les qualités de l'âme, ou au contraire, à réfléchir les vibrations inférieures du plan émotionnel et du plan physique. Et c'est là une question fondamentale d'éducation à la pensée. Ce sera véritablement un point fondamental dans l'éducation que d'apprendre à orienter le mental dans une direction ou dans une autre et de réfléchir certaines vibrations plutôt que d'autres. Donc nous voyons combien le monde tel qu'il existe aujourd'hui est le résultat de nos pensées, tant dans ses aspects positifs que dans ses aspects négatifs. La question que nous pouvons nous poser donc quotidiennement, c'est mais quel monde créons-nous par nos pensées? Et à partir de là, il nous revient de développer un sens des responsabilités par rapport à nos créations quotidiennes. Pensée ou pansement? Et nous devons peu à peu apprendre à réorienter le mental pour s'efforcer de capter les idées
et non plus seulement les désirs. À ce propos d'ailleurs, il faut noter que la capacité du mental concret à capter tout ce qui vient de la vie des corps n'est pas du tout négative. On peut même dire que cette capacité de gestion et d'organisation est absolument indispensable à notre fonctionnement quotidien et qu'elle doit continuer, elle doit perdurer. C'est vraiment notre fonctionnement indispensable. C'est pas là qu'est le problème. Le problème, l'erreur, c'est de chercher à penser à partir de ces perceptions, à partir de ces mémoires, alors qu'il n'y a là aucune idée essentielle et aucune réponse fondamentale. Mais pour ce qui est d'assurer le fonctionnement quotidien de nos différents corps, le mental concret est tout à fait indispensable et va continuer de l'être. Mais cessons d'utiliser ce fonctionnement pour s'efforcer de penser. Ça ne marche pas. On n'obtient rien par là. Cette attention de notre manière de penser est certainement un des plus grands défis pour l'humanité actuelle et pour chacun d'entre nous. Et donc, comme nous le disions, pour cela, il va vraiment être nécessaire d'écouter le silence. Il va falloir faire silence pour écouter le silence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a été précisé tout à l'heure que les idées pouvaient germer dans le mental si elles trouvaient un milieu calme, stable et silencieux. Mais sauf à de rares exceptions, ce ne sont pas du tout là les conditions habituelles de notre quotidien. Aussi, pour pouvoir écouter le silence, il va falloir commencer par faire silence à l'intérieur de nous. Il va falloir faire silence pour pouvoir écouter le silence. Il va falloir par exemple faire silence physiquement. On dit, en astrologie traditionnelle, que l'énergie bélier, lorsqu'elle est vécue simplement au niveau des besoins physiques, amène une grande activité, voire même un activisme. Naturellement, si on dit qu'il faut faire silence physiquement, il n'est pas question de cesser toute activité, mais simplement de se méfier du besoin de bouger, du besoin de faire ce qui n'a rien d'essentiel. Nous devons apprendre justement ce mois-ci à cultiver l'immobilité intérieure, qui d'ailleurs va s'étendre à tous les corps. Et ce n'est pas facile, au moment où l'arrivée du printemps stimule toutes les émotions et tous nos besoins de faire. Aussi va-t-il falloir faire aussi silence dans son corps émotionnel. Là encore, on dit que l'énergie bélier, on l'a vu tout à l'heure, c'est le berceau des idées. Oui, mais au niveau inférieur, il sert aussi de berceau à tous les projets, toutes les idées inférieures, toutes les envies, tous les nouveaux départs, tout ce qui n'a pas pu se faire pendant l'hiver. Et il est souvent bien difficile de calmer et de résister à tout ça. On considère souvent que l'énergie bélier, point de départ de tout, est en rapport numérique avec le nombre 1. Et donc, selon le niveau où cet élan bélier est perçu, c'est toute la différence entre l'impulse sur le plan mental et l'impulsif sur le plan émotionnel. Entre l'impersonnel et l'impersonnel. Un peu des jeux de mots, mais ça traduit quand même quelque chose, vous voyez, entre ce qui se passe à un niveau supérieur et à un niveau inférieur. L'impulse l'essentiel et l'impulsif qui se perd justement dans les détails. L'impersonnalité de la pensée et le impersonnel, le moi personnel qui pense inférieurement. C'est important de voir que l'effervescence du corps émotionnel fait de ce corps le plus bruyant de tous. Celui où il est le plus difficile de faire silence, donc là, il y a effectivement du boulot. Et puis enfin, il faut faire le calme de son corps mental concret. En effet, si notre mental inférieur est agité par l'émotionnel, par tout ce que l'émotionnel lui demande d'organiser, par toute l'attention que lui demandent nos désirs, nos affects, y compris d'ailleurs par un émotionnel avide de le faire fonctionner pour avoir plus de connaissances, il est impossible aux idées, aux fragments d'énergie à l'œuvre, de se faire une place, de s'incruster comme ça dans cette mer tempétueuse. Ça ne marche pas. Un mental qui n'arrête pas de bouger ne peut absolument pas recevoir quoi que ce soit. Alors l'immobilité physique, émotionnelle et mentale est un préalable indispensable pour pouvoir écouter le silence. Et chacun de ces étapes peut être symbolisé par une note clé. Par exemple, quand on parle du physique qui doit se poser, on peut imaginer qu'effectivement, on a un corps physique qui est enraciné, qui se pose par exemple comme pour la méditation, et que c'est un préalable indispensable. Mais ce qu'il faut bien entendre derrière, c'est surtout poser dans le corps éthérique global.
c'est surtout notre corps éthérique, notre corps énergie, qui doit se sentir posé, installé dans le corps éthérique planétaire. Ah, c'est véritablement important. Quand on se sent en interrelation d'énergie avec tout, alors c'est là qu'on peut prononcer le mot de stabilité. L'idéal de cette immobilité vivante, donc du corps physique, c'est la stabilité au sein de l'énergie. Et puis, quand on travaille sur le corps émotionnel et qu'on commence à arriver à le mettre en paix, lorsque les sensations, les réactions, les envies, les désirs s'apaisent progressivement, y compris le désir de réussir à calmer le corps émotionnel, alors à ce moment-là, le mot clé, c'est le mot sérénité. Et puis le corps mental, concentré, réceptif, un corps mental qui ne se laisse pas récupérer par les pensées anodines qui passent, qui habituellement le détournent facilement de son objectif, alors le mot-clé, c'est le mot fermeté. Il est intéressant de voir combien nous avons acquis un mental capable de se concentrer fermement sur un support, que ce support soit un film, un jeu vidéo ou un livre. Et combien ce mental peut se disperser, mais alors d'une manière extraordinaire, en l'absence de support, dès qu'il s'agit d'écouter le silence. Nous en sommes là, notre performance du mental. On comprend pourquoi le mot fermeté peut s'appliquer à ce moment-là. Alors, stabilité physique, sérénité émotionnelle et fermeté mentale, ce sont les trois formes d'immobilité vivante que nous devons acquérir pour pouvoir écouter le silence. C'est ce qu'on appelle l'alignement, qui est la base de la méditation. L'alignement. Alors qu'est-ce que c'est que la méditation ? Dans le monde d'aujourd'hui, méditer, c'est apprendre à penser en tant qu'âme. Apprendre à penser d'une manière globale pour apporter le bien, le beau et le vrai à l'ensemble. Toute personne qui fait silence dans ses trois corps, comme nous l'avons vu, et qui dirige son mental vers le non manifesté, vers les énergies à l'œuvre, vers l'abstrait et l'informel, médite. Ça, c'est très important. Ce n'est donc pas du tout l'apanage de certaines personnes qui feraient une démarche spirituelle. Mais c'est la pratique de tout scientifique, philosophe, chercheur dans un domaine quelconque, qui fait le silence en lui, à un moment donné, pour remonter à l'origine des formes qu'il étudie, pour voir le monde tel que l'âme le voit. Voilà ce que c'est que la méditation. Encore une fois, aujourd'hui, parce que ce n'est pas toujours comme ça qu'elle a pu être définie. En effet, autrefois, essentiellement mystique, la méditation était considérée comme une pratique spirituelle, pour chercher à entrer en contact avec l'âme. Et le mental n'entrait pas du tout en ligne de compte, parce que seule la sensibilité au contact importait. Et c'est pour ça que les gens en Occident, avec un mental, se méfiaient beaucoup, et se méfient encore de cette méditation sans mental. Et c'est surtout en Orient que s'est développée cette pratique. Pendant ce temps, en Occident, nous, on cherchait l'inverse. On cherchait à développer intensément le mental, mais la plupart du temps, sans aucun rapport avec l'âme. À présent, la synthèse émerge. Nous sommes prêts pour la synthèse. Et c'est pour ça que la méditation moderne ne se conçoit plus maintenant que comme la pratique conjointe de l'âme et du mental. On réunit enfin Orient et Occident. Donc, quand on aborde la méditation, on peut parfois se sentir désemparé par la diversité des démarches proposées. Tellement de méditation, quelle est la bonne ? Il semble y avoir de nombreuses façons de méditer. En réalité, parce que chaque stade de préparation que nous avons vu a été érigé en méditation à part entière, pour répondre aux besoins pédagogiques d'époques différentes, de niveaux de conscience variés et de cultures différentes. Ainsi, de nombreuses méditations visent tout simplement à l'immobilité physique. D'autres cherchent à amener la sérénité sur le plan émotionnel. Et enfin, certaines cherchent à développer la fermeté du mental. Et comme les orientaux n'ont pas du tout l'habitude d'expliquer le comment du pourquoi de leur pratique, les occidentaux ont vite fait de conclure que chacune de ces méditations constituait un but en soi à part entière. Mais non.
En réalité, chacune de ces méditations n'est qu'une étape sur la longue route d'une méditation unique qui conduit l'être humain à devenir une âme, créant par le plan mental. Et c'est ce qu'on appelle le Raja Yoga. Ainsi, nous remplissons notre mission d'humain en devenant créateurs d'un monde de bien, de beau et de vrai par nos pensées collectives. Pour beaucoup de personnes, actuellement, les méditations qui enseignent l'immobilité des différents corps représentent le premier pas, la première étape à pratiquer. Par contre, il est tout à fait dommage de voir nombre de nos contemporains, faute de compréhension du processus méditatif, pratiquer des méditations dont ils n'ont plus la nécessité, qui ne leur correspondent plus vraiment, et du coup, ne pas rejoindre le groupe des méditants penseurs dont le monde a tant besoin. Méditer, donc, c'est vraiment ensemencer le mental et ne pas attendre de résultats immédiats. Ne pas faire comme un enfant qui sèmerait en terre du persil et qui attendrait au bout de quelques heures que quelque chose sorte. Je prends comme exemple le persil parce que c'est particulièrement long. En effet, quand vous semez du persil, il faut 1 mois pour que quelque chose émerge. 1 mois pendant lequel on s'interroge sur le succès de notre semis. 1 mois où on se dit non mais là c'est peut-être un peu long. Non mais peut-être que là je l'ai raté. Là peut-être qu'il va falloir que je le recommence. La méditation c'est la même chose sauf que ça demande d'être sans attente. Et la méditation nous demande donc des attitudes dont on n'a pas forcément l'habitude dans notre quotidien. Ça va nous demander d'accueillir, d'accepter pour accompagner l'avenir. 3 mots. L'accueil, l'acceptation pour accompagner l'avenir. L'accueil, c'est une ouverture, c'est une disponibilité, c'est une capacité à se laisser surprendre, une possibilité de se laisser entraîner hors de nos zones de confort et de nos sentiers battus. Accueillir et dire oui à la vie qui se présente est vraiment quelque chose de fondamental par rapport à la méditation. Parce que nul ne construit sur un refus d'accueillir l'inédit. L'avenir ne peut se dessiner que par celles et ceux qui savent se rendre disponibles et acceptent d'accueillir les énergies qui s'imposent. Ensuite, accepter. Accepter, c'est prendre le temps de laisser résonner le nouveau en nous, de le laisser s'installer et s'intégrer pleinement. Voilà pourquoi, encore une fois, méditer demande une présence totale à la vie, un oui à la vie. Pas un petit oui. Ouais, oui. Et c'est vrai que ça dépend des jours. Il y a des jours où on a vraiment un oui franc et massif, puis il y a d'autres jours, en se mettant en méditation, intérieurement, c'est un ouais, oui, c'est plutôt un bouf. Parfois même, c'est un non qui ne s'avoue pas. Allez, ça ne peut pas fonctionner. Il faut dire oui pour accepter pleinement quelque chose. À défaut, on est forcément dans le rejet. Oui à ce qui se présente. Oui à ce qui se propose. Oui à ce qui parfois dérange, mais dont on peut percevoir à quel point ce qui vient s'insinuer porte un germe nouveau, un germe de renouveau. Alors à partir de ce moment-là, et c'est justement ce que nous allons faire en méditation, c'est qu'on peut écouter le silence. Naturellement, écouter le silence, ça n'est pas du tout écouter le silence physique qui peut s'établir en nous et autour de nous quand on vit dans un endroit calme. Non. C'est se mettre au diapason de l'âme et de ses qualités. C'est toucher ses qualités, s'en imprégner et devenir ses qualités. C'est mettre notre mental sous tension, comme si nous cherchions à comprendre quelque chose de difficile et d'à peine murmuré. Mais en même temps, nous ne cherchons aucune parole, aucun son, on ne cherche aucune idée. C'est comme un long temps de pause en photo. Il faut beaucoup de temps pour que la faible lumière des étoiles puisse imprimer sur la pellicule. Alors, on laisse longtemps en pause. Dans le silence, c'est là que retentissent des réponses et s'organisent de nouvelles priorités. C'est donc un état de tension vers un niveau vibratoire que notre cerveau peine encore à reconnaître, mais avec l'entraînement, il y arrivera. C'est un état de vacuité que nous pouvons sentir empli de vibrations des qualités fondamentales de l'homme que nous sommes. Donc du coup, nous savons que ce n'est pas un vide et que les énergies emplissent cet univers. Nous savons que nous sommes à l'écoute non pas d'un vide, mais d'un plein. Et c'est intéressant parce que
cette capacité à être à l'écoute d'un vide plein n'est pas sans ressemblance avec la plus grande recherche de la physique actuelle, qui est la recherche de l'énergie et de la matière sombre. Tout l'univers paraît être un grand vide. Et pourtant, ce grand vide est plein d'une énergie mystérieuse qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à mesurer, à concevoir, si ce n'est par ses effets indispensables au fonctionnement de l'univers tel que nous le voyons. On voit donc comment l'attitude de méditation ressemble étrangement à cette attitude-là. On sait qu'il y a quelque chose, on écoute, on cherche, on tend vers, sans pour autant, pour le moment, avoir donc des résultats qui pourraient nous satisfaire. Alors écouter le silence nous mène à un état vibratoire qui est vraiment hors de l'ordinaire et qui a de profondes répercussions sur nous, sur notre façon de penser le monde, sur notre façon d'y vivre, même si, dans un premier temps, nous avons l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Mais il faut faire attention parce que l'impatience perturbe le silence. Et donc si nous faisons preuve d'une attente ou d'une impatience quelconque, eh bien, nos corps recommencent à faire du bruit. Il y a un désir, il y a une pensée, il y a une impatience physique. Et dès que nos corps recommencent à faire du bruit, dès qu'ils perdent soit la stabilité, la sérénité ou la fermeté, c'est tout l'alignement qui s'effondre. Et notre incapacité, du coup, à pouvoir écouter le silence. Et c'est ce qui se passe sans cesse dans nos premiers temps de méditation. Ceci dit, il n'y a absolument pas lieu de s'alarmer. Il suffit de repasser par l'immobilité vivante des trois corps, patiemment faire le silence à nouveau pour pouvoir à nouveau écouter le silence. Ça, c'est vraiment un exercice régulier et qui se passe même lorsque quelquefois on a des années et des années de méditation, les moments où la stabilité, l'alignement s'effondre parce qu'à un moment donné une émotion passe, une idée nous entraîne ailleurs, eh bien c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais lorsque tout ceci se passe, lorsqu'on réussit donc à vraiment écouter le silence, lorsqu'on entre même très peu de temps dans cette capacité à écouter ce silence, alors on peut véritablement penser. Penser, ce n'est pas être pour ou contre. Ce n'est pas prendre parti, ni critiquer, ni faire des commentaires, ni même constater. Penser, ça n'est pas répéter ce que l'on sait, ce que l'on a entendu, ce que l'on a lu. Non. Penser, c'est initier un chemin qui mène à demain. C'est entendre au cœur du silence une note qui, une fois perçue, dessine un plan, l'habille de mots, qui donne corps à un récit d'existence. Penser initie de nouveaux possibles, des possibles inédits, pour tous ou pour quelques-uns, possibles parfois même pour soi-même, et qui se dévoilent progressivement. Penser est une urgence, penser est une nécessité, un impératif. Car tout ce qui révolte, tout ce qui est injuste, obsolète, archaïque, vient dire qu'il faut concevoir un autre possible. Penser, c'est se projeter dans l'avenir. C'est commencer à en dessiner les contours et le mettre en forme. Penser, c'est oser suspendre le temps, pénétrer son espace et rester disponible à l'aventure intérieure qui abrite l'origine de toute réalisation. Penser, c'est le propre que l'homme doit acquérir pour découvrir et éclairer de nouvelles voies de compréhension et de cohésion. Car c'est en pensant plus large, plus loin, plus collectif, que nous servons la vie. Alors, nous constatons combien par la pensée, nous pouvons vraiment accompagner l'évolution, ici et ailleurs, pour que naissent de véritables relations justes entre nous tous et entre les humains et la Terre elle-même. Penser autrement, créer autrement et engendrer un monde meilleur est à la portée de tous les penseurs. Mais penser, comme nous l'avons vu, exige d'accueillir et d'accepter ce que le silence propose pour le bien commun avant de s'attacher à le concrétiser. Ainsi, nous pouvons concevoir ce mois-ci que chérir le monde, c'est écouter dans le haut lieu du silence les fréquences des mondes subtils et leur permettre de gagner la Terre à travers nous. Rien de plus, rien de moins, mais c'est à faire. Eh bien, je vous propose une méditation sur ce sujet.
Comme toujours pour la méditation, nous commençons donc par nous concentrer au niveau du front en imaginant que nous respirons par cet endroit-là. Et puis nous allons justement faire le calme en nous. Nous allons essayer de trouver l'immobilité de tous nos corps. Pour le corps physique, nous sommes simplement assis, bien droit. Mais c'est surtout le corps d'énergie qui retient notre attention. C'est lui qui est le véritable animateur du corps physique dense. Ce corps éthérique, nous pouvons l'imaginer au sein du corps éthérique planétaire. C'est là que nous trouvons une stabilité extraordinaire. Là, nous sommes plantés au milieu des énergies de tous, en unité non seulement avec tous les méditants, mais avec tous les règnes. Notre respiration est toujours présente, calme. Et nous cherchons à faire l'immobilité du corps émotionnel. Nos 5 sens sont tournés vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Nous cherchons à respirer calmement, sans aucune excitation, sans aucun désir, même pas celui de réussir à la méditation. Jusqu'à ce que nous atteignions une certaine sérénité. Et puis en nous concentrant particulièrement au niveau de la tête, nous cherchons là aussi à faire le calme au niveau des idées. Des idées vont nous traverser, c'est inévitable, mais nous n'y accordons aucune importance. Au-delà du petit blabla qui peut exister, nous allons simplement chercher à concentrer notre mental sur notre recherche de l'âme. Pour cela, nous remontons au-delà de la tête. Nous remontons au-delà de nos corps, comme si on traversait une couche de brume, de nuages, jusqu'à ce que nous arrivions dans la lumière de l'âme, dans ce que nous sommes essentiellement. Nous sommes toujours dans la stabilité énergétique, dans le calme émotionnel, et notre mental se concentre sur ce point d'âme. Alors nous cherchons à toucher l'une ou l'autre des qualités de l'âme. Lumière, amour, volonté. Et nous cherchons à devenir ces qualités.
Même si nous n'en percevons rien, il y a quelque chose qui vibre. C'est cette vibration que nous cherchons à écouter. C'est cela, écouter le silence, la voix du silence. Nous cherchons à écouter ce vide plein. Notre mental est toujours concentré fermement, simplement réceptif à cela. Nous pouvons aussi, dans cette écoute, paradoxalement, utiliser les autres sens. Nous pouvons chercher à voir les qualités d'âme, ces énergies. Les sentir. Les goûter. Les toucher. Tout est possible. Cette richesse sensorielle intérieure nous montre l'infini de nos possibilités pour entrer en contact avec ce silence, avec la vie de l'âme elle-même. Nous allons jusqu'à respirer pleinement ce silence. Alors par cette méditation tous ensemble, quelque chose se vit
quelque chose se crée. Par la puissance du groupe, nous captons certaines énergies, même si nous ignorons lesquelles. Et comme nous ne méditons pas pour nous, mais pour l'ensemble, en insistant sur la phase expire de notre respiration, nous laissons repartir toutes ces énergies dans le réseau, en le faisant passer par nous, par le groupe que nous sommes. Puis nous prenons un instant pour intégrer tout ce que nous venons de vivre. Éventuellement mettre quelques mots clés. Bien, nous revenons au niveau frontal. On expire bien, on revient bien dans ses pieds. Ok. Eh bien, Frédéric et moi-même, nous vous souhaitons un bon mois de travail, une bonne écoute du silence et au mois prochain. Bye bye.